Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des reviews que je fais sur les jeux auxquels je joue, mais également bientôt les mangas que je lis et potentiellement si jamais je regarde des films que je trouve vraiment particulièrement intéressants, peut-être que je vous en parlerai également. Toujours est-il que ce sera un format assez exceptionnel et surtout un format bonus qui sortira le mercredi à partir de maintenant. Il me semble que Persona c'était sorti un samedi à la place des autres vidéos, mais comme c'est un format un petit peu différent que ce que je propose d'habitude, je préfère que ça soit quelque chose qui sorte en bonus le mercredi. Donc c'est comme ça que ça va faire un an. Et du coup dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un jeu auquel j'ai finalement joué après que vous me l'ayez beaucoup conseillé et surtout parce que j'avais envie de faire une vidéo dessus. Mais je voulais pas faire de vidéo comme avec Dark Souls sans y jouer. C'est Bloodborne. Donc comme pour la vidéo Persona, je vais faire une partie spoil et une partie sans spoil, en commençant évidemment par la sans spoil. Mais foncièrement c'est un jeu où j'ai pas beaucoup de spoil à donner, parce que l'histoire est un peu compliquée, donc j'ai dû lire des trucs, et comme ça fait partie vraiment de mes impressions, et que c'est pas foncièrement l'histoire qui m'a le plus marqué dans ce jeu, la partie non spoil sera un petit peu plus conséquente que la partie spoil. Bon, en tout cas, on commence par la partie sans spoil maintenant. Pour cette partie sans spoil, je vais quand même commencer par vous faire un petit synopsis du jeu. Donc je vais vous parler rapidement des 10 premières minutes du jeu. Donc ça spoil pas grand chose, mais si jamais vous voulez vraiment ne pas connaître du tout l'histoire de Bloodborne avant de le commencer, je vous conseille de zapper les à peu près 40 secondes là qui suivent. On joue en tout cas un héros qui va se réveiller dans une clinique où un homme inconnu va nous injecter du sang et où c'est à peu près à ce moment-là qu'on doit créer notre personnage. Je vous mets mon personnage ici d'ailleurs parce que je le trouve vraiment très beau. En tout cas, notre personnage va sortir de la clinique et il va se retrouver à devoir participer à la chasse dans laquelle il va devoir affronter des créatures qui ont envahi la ville, qui sont plus horribles les unes que les autres en fait. Donc en fait, on va évoluer avec notre personnage dans la ville qui s'appelle Yharnam, qui est d'inspiration très gothique anglaise, qui donne vraiment un charme vraiment très particulier au jeu et qui est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et en fait, il y a des rumeurs qui racontent qu'il y aurait un remède extrêmement puissant dans cette ville. Notre héros, il fait partie de ce groupe de chasseurs qui est justement à la recherche de ce remède, et en fait, on va très vite se rendre compte qu'il y a un mal étrange qui parcourt cette ville, qui transforme les habitants en des créatures qu'on peut voir en fait dans le jeu et qu'on est amené à affronter. Également, en plus de tout ça, le héros a la possibilité d'aller dans un monde parallèle qui s'appelle le rêve du chasseur, dans lequel il peut améliorer son équipement, s'acheter du stuff, mais également monter de niveau un petit peu à la manière des Dark Souls. Donc maintenant que je vous ai fait un synopsis un petit peu du jeu, je vais vous parler un petit peu du gameplay et des mécaniques. Tout d'abord, il y a celle du point de spawn, un petit peu comme Dark Souls et Sekiro, si je dis pas de bêtises. Ici, c'est représenté par une lanterne, dans Dark Souls, c'est une épée. Et en fait, par cette lanterne, c'est là qu'on peut rentrer dans le rêve du chasseur, mais c'est également un petit peu le point de sauvegarde de la progression, parce que si on meurt dans la zone, on respawn à la dernière lanterne visitée. Et en fait, il y a également ce système de d'âmes qui représente l'XP. En fait, quand on tue un ennemi, on récupère des âmes, et si jamais on meurt dans la zone, on perd toutes les âmes à peu près à côté de là où on est mort, et en général, elles rentrent en possession d'un ennemi, il suffit de le tuer pour récupérer toutes ces âmes. Ces âmes, ensuite, on peut aller dans le rêve du chasseur pour s'acheter de l'équipement, pour upgrade son enfin ses armes, également les réparer, mais on peut aussi monter d'expérience, parce que c'est comme ça que se fait le level up dans le jeu. Il faut aller voir une espèce de petite poupée, et en choisissant d'améliorer une capacité comme la force, l'endurance, la vitalité par exemple, moi c'était les 3 trucs que j'ai énormément améliorés, j'ai pas trop touché au reste, on monte de niveau en fait, et il faut un certain nombre d'âmes. Donc c'est un peu la mécanique principale du jeu. Moi personnellement de base c'est pas forcément quelque chose que j'aime. Dans le jeu Star Wars, j'ai plus exactement le nom en tête, il y avait ce système de spawn et ça me frustrait énormément, mais bizarrement Bloodborne ça m'a pas autant gêné, donc franchement c'était pas trop mal et j'ai plutôt bien aimé. Ensuite il y a les armes dans le jeu qui sont assez variables et qui ont des mécaniques que je trouve vraiment géniales. Déjà un truc un petit peu marrant, c'est qu'on commence le jeu sans armes, on se retrouve face à un espèce de loup-garou
moi je suis morte parce que au point, au final on fait pas long feu et puis c'est le début du jeu donc les touches on les connaît pas bien. Et en fait quand on va, on réapparaît dans le rêve du chasseur et c'est là qu'il nous propose une arme. Moi j'ai un peu pris au pif sans trop savoir laquelle prendre et j'ai choisi une hache. Parce qu'au niveau des stats, elle me semblait pas trop mal. Et au final, c'est une arme par chance qui m'a tellement plu que je l'ai gardée du début à la fin du jeu. Vraiment, je l'ai améliorée du début à la fin, elle faisait le café, enfin c'était... J'ai adoré cette arme. Je sais qu'il y en a pas mal d'autres, notamment la scie qu'on voit dans le trailer. Il y a également une épée qui se transforme en marteau. Et 2-3 autres armes que j'ai pas vues parce que j'ai pas trop voulu les essayer. Mais en gros, ce qui est assez intéressant avec ces armes-là, c'est qu'elles sont toutes convertibles en armes lourdes ou en armes longues. C'est-à-dire que la hache, ça peut être une hache à une seule main. Et en fait, il y a une animation d'ailleurs que je trouve très cool que je vais vous mettre. Il y a possibilité d'allonger la hache pour qu'elle devienne une hache longue. Et en fait, ça donne une allonge beaucoup plus importante. Et parfois, c'est un gros avantage par rapport à certains ennemis qui vous font énormément de dégâts. Parce qu'elle permet de les tenir un petit peu à distance. Et même par rapport au boss, moi j'ai beaucoup plus eu tendance à me battre avec l'arme longue face au boss que dans le gameplay classique en dehors face aux mobs un petit peu classiques. Donc ça c'est les armes. Il y avait aussi par exemple une épée qui est possible de transformer en marteau, qui là devient plutôt une arme lourde plutôt qu'une arme longue. Donc il y a cette convertibilité des armes que j'ai trouvé vraiment géniale, qui m'a beaucoup plu. Et il y a un autre élément qui est le pistolet, qui n'est utilisable que quand on prend l'arme à une seule main. Et en fait ça c'est quelque chose qui est un gros avantage dans le jeu, c'est-à-dire que quand un ennemi vous attaque, si vous tirez au bon moment avec la gâchette sur l'ennemi, ça lui met un espèce pas de chaos, mais il reste un petit peu statique un moment, et il y a une animation qui se fait où on peut potentiellement one-shot quasiment une bonne partie des adversaires, ou à défaut lui faire perdre énormément de PV. Donc ça c'est un peu le gameplay avec les armes, ça fonctionnait un petit peu comme ça. Ensuite je vais vous parler de ce qui fait un petit peu la renommée des jeux From Software, c'est-à-dire le niveau de difficulté. Alors j'en ai entendu un petit peu de tous les niveaux avec Bloodborne, c'est-à-dire Bloodborne c'est le plus dur des From Software, plus dur que Sekiro, plus dur que Dark Souls. J'en ai entendu qui me disaient que Bloodborne au contraire c'était le plus facile. Personnellement, la première zone où on est, j'ai trouvé ça super dur. Genre, j'arrivais pas à avancer, je mourais en boucle, j'avais l'impression que je n'avais pas de progression, parce qu'en plus, la première zone, on peut pas immédiatement monter de niveau. Donc, j'avais vraiment pas l'impression de bien jouer, et c'était hyper frustrant. Surtout que les touches, j'avais du mal à avoir les réflexes. Quand on fait une attaque, on peut pas l'interrompre au milieu pour faire une esquive, parce qu'il y a des jeux où c'est un petit peu comme ça. Donc on est obligé de finir l'attaque et d'esquiver. Donc si jamais on a attaqué avant et que l'ennemi nous attaque en même temps que nous attaquer, on prend le dégât. Donc c'était très frustrant, et la première zone et le premier boss étaient vraiment durs. Et en fait, je me suis retrouvée face à cette difficulté, et je me suis juste dit, ok, bah je vais farmer. Et en fait, j'ai farmé, à partir du moment où je pouvais level up, j'ai farmé comme un porc. C'est-à-dire, j'ai fait que ça. Et en fait, toutes les zones, je les refaisais 10-15 fois. Je me disais, avant le boss, je monte de 10 niveaux. Ce qui est énorme, hein. Honnêtement, ce qui est énorme. Parce que moi, je m'en rendais pas trop compte, mais en vrai, c'est beaucoup. Ce qui fait que, en fait, à partir du deuxième boss, j'ai roulé sur tous les boss. Je me faisais plus marave par les mobs quand il y en avait plein sur moi que par les boss. Il y a que quelques boss où j'ai pas réussi à les avoir au bout de 2 essais. Sinon tous, je les ai eu au bout de 2 essais. Notamment Père Gascoigne, je crois que ça se dit comme ça, où j'ai entendu que beaucoup de personnes ont eu du mal via mon Twitter. Il y en a plein qui m'ont dit qu'ils ont eu du mal avec ce boss. Moi, franchement... En fait, je suis tombée sur lui par hasard, je lui ai fait perdre la moitié de ses PV, sachant que j'étais pas du tout stuffée, et je suis revenue la deuxième fois avec tout mon équipement bien équipé et tout, et je lui ai roulé dessus, mais roulé dessus. Il y en a pas mal où ça a été le cas comme ça, donc en fait, à partir du moment où on farm, le jeu devient plutôt facile, surtout si on cible bien au niveau du level up les capacités qui nous intéressent. Donc honnêtement, la difficulté est impressionnante au début, mais si on farm, c'est bon. Après, si on veut se garder du défi, faut pas farmer et faire les zones une seule fois. Mais pour ma part, comme j'aime bien farmer, je m'y suis donné à cœur joie honnêtement. Niveau durée de vie du jeu, moi ma game elle m'a fait 41 heures, sachant que j'ai énormément joué, j'ai fait des grosses sessions de 9 heures. Donc ouais, c'est une bonne durée de jeu. Au début, quand j'avais vraiment du mal, j'étais allée voir la durée de vie, j'ai vu 50 heures, je me suis dit mais ça va être une torture 50 heures. Et au final quand c'était fini, j'étais un petit peu
déçue en fait d'avoir fini aussi vite. Petite notion, quand on finit le jeu, si jamais vous avez le DLC, faites le DLC avant de faire le boss final, parce que après on peut plus le faire et ça lance une New Game Plus. Donc ça c'est le truc un petit peu frustrant que j'ai trouvé, c'est que honnêtement j'aurais bien aimé qu'ils me demandent mon avis pour lancer la New Game Plus, parce que je voulais faire le DLC avant et du coup là je suis obligée de refaire tout le jeu pour pouvoir faire le DLC. Donc ça c'est un petit peu relou, mais bon. C'est à prendre en compte. Et ensuite, dernier élément un petit peu intéressant à prendre en compte, c'est qu'il n'y a pas de tuto. En fait, les indications de gameplay elles sont données par des petits bonhommes dans le rêve du chasseur avec des indications. Mais il y a des trucs, j'avais vraiment du mal à savoir à quoi ça correspondait. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont aidé sur mon Discord. Et c'est comme ça que j'ai réussi à bien comprendre le gameplay. Mais il n'y a pas vraiment de tuto, donc au début, j'avais un peu l'impression d'être une débile qui jouait. Donc bon, ça c'est une autre partie qui est un petit peu, entre guillemets, à prendre en compte. Et dernier gros point fort de Bloodborne, après on passe à la partie spoiler, c'est vraiment le visuel. Il date de 2013, si je dis pas de bêtises, mais le jeu est sublime. Vraiment sublime. Le côté gothique anglais, magnifique, l'ambiance magnifique, les couleurs magnifiques, les tenues vraiment géniales, l'animation elle est top. Ça fait pas 2013, honnêtement ça fait pas 2013. Il y a tout un ensemble de trucs, les chara-design des boss sont vraiment géniaux, les chara-design des ennemis sont vraiment bien, il y en a qui font vraiment peur. Le level design il est plutôt pas mal. Au début j'avais du mal à comprendre un peu par où passer ou des trucs comme ça, mais ça s'est vite réglé et à la fin j'avais clairement l'habitude. Mais honnêtement, bref, le visuel pareil, un super bon point. En tout cas, c'est fini pour la partie non spoil, donc maintenant on passe à la partie spoiler, en sachant que je vais surtout spoil les patterns des boss, les boss à voir. Donc si vous voulez pas être spoil des visuels des boss, ça va plutôt être ça. Mais la partie spoiler, de toute façon j'ai dit la majorité dans cette partie. On va dans la partie spoiler. Pour bien commencer la partie spoiler, je vais spoil complètement les 3 fins du jeu. Juste après avoir battu la nourrice de Mergot, on retourne dans le rêve du chasseur où la poupée nous informe que Gehrman, le vieil homme en chaise roulante qui était dans l'atelier depuis le début du jeu, souhaite nous voir au pied de l'arbre. Donc on va à sa rencontre dans un immense champ avec énormément de fleurs, et là il nous propose 2 choses. Soit on accepte sa proposition et il nous fait sortir du rêve du chasseur en passant par la mort, j'ai pas très bien compris, soit on refuse sa proposition. Pour ma part, en fait, il était super louche en fait, je le sentais pas, ça sentait la magouille à plein nez, donc j'ai juste refusé, j'ai pas voulu aller plus loin avec lui, et là se déclenche un combat où en fait on affronte du coup Gehrman, qui est le premier chasseur. Au terme de cet affrontement, si on le bat, on prend sa place dans le fauteuil roulant, et on recommence toutes les nuits de chasse, ça faudra que j'approfondisse un petit peu plus, mais en gros ça c'est la fin que j'ai fait, en sachant que Gehrman, j'ai beaucoup tâté le terrain avec ce boss, c'est-à-dire que j'y suis allée beaucoup, ou juste je le laissais me battre pour voir ses patterns, sans utiliser de potions, sans utiliser de stuff. Juste pour un petit peu le comprendre et pas perdre tout mon équipement. Et surtout j'étais allée vachement me stuffer pour avoir énormément de potions, énormément de balles, de munitions, parce qu'en fait une méthode pour le battre de manière assez facile, c'est de lui mettre un tir de pistolet pour pouvoir lui faire une attaque un petit peu fatale. Ça lui fait perdre beaucoup plus de vie que si on s'entête à lui mettre des coups en fait. Donc je m'étais bien stuffée pour avoir beaucoup de balles, beaucoup de potions. Et au final, après avoir bien tâté le terrain, j'ai fini par l'avoir, assez... pas facilement parce qu'il a failli m'avoir lui aussi, mais j'ai fini par l'avoir. Au terme de cet affrontement, il y a une créature qui s'appelle la présence lunaire qui descend alors et qui nous engloutit, et comme je vous dis, on prend la place de Gehrman. Il y a aussi une troisième fin qui est possible, qui est peut-être celle que je ferai quand je ferai le deuxième jeu, qui est en fait de rassembler les calices et de rassembler les différentes parties du rituel, et en fait d'appeler la présence lunaire, et là c'est elle qu'on affronte. Petite parenthèse, je trouve que la présence lunaire, d'ailleurs je l'ai mis dans mon trailer pour le Panthéon des héros, pour mon opening, je trouve que la présence lunaire est un boss splendide.
il est horrible, hein, mais il est vraiment beau. En fait, l'ambiance qu'il y a autour de lui, la lune rouge, il descend comme ça, nous qui l'attendons de dos, je trouve qu'ils ont hyper bien géré la mise en scène de ce passage-là. Franchement, ça c'est pour le coup, c'est un giga sans faute. Je le trouve vraiment sublime ce passage-là. Et la présence lunaire, j'aurais beaucoup aimé l'affronter, mais ce sera pour ma prochaine game. Du coup, comme je vous disais un petit peu dans la partie sans spoil, j'ai jamais eu trop de difficultés avec ce jeu, à part au début. Les seules fois où je mourais vraiment, c'était dans des zones où je faisais pas trop attention, mais au final c'était assez facile pour moi de retourner chercher les âmes que j'avais perdues. Mais il y a quand même quelques boss qui m'ont donné des difficultés, notamment le premier chien, je sais plus son nom, le tout premier boss qui est un chien immense sur un pont. Lui, je me suis fait avoir quelques fois, même si c'est parce que c'était le début, je comprenais pas très bien, j'avais pas très bien géré. Et Garman, qui était quand même assez dur, mais c'est parce qu'il a des combos très très rapides, où une fois que t'es pris dedans, en général, il te fait perdre les 3/4 de la vie. Moi, j'avais la chance d'avoir beaucoup de vitalité et pas mal de résistance, donc je me faisais pas one shot. Mais je pense que quelqu'un qui avait pas pris autant le temps de level up que moi, c'est possible qu'il ait eu un petit peu de mal. J'étais quand même niveau 90 quand je suis allée l'affronter. Donc il était quand même pas facile. Sinon, tous les autres étaient honnêtement plutôt simples. Il y a juste la zone avec les espèces de mouches qui infligent la folie, où les mouches me faisaient péter un câble parce qu'en fait il y en avait une qui chopait, c'était quasiment fini. Il y avait aussi la zone avec les cambrioleurs, j'ai pas le nom de toutes les zones de tête, mais avec les espèces de kidnappeurs qui eux me faisaient péter des câbles parce que vraiment en 2 coups j'étais morte malgré mon niveau assez élevé. J'ai vite découvert qu'en fait avoir la hache en version longue ça aidait beaucoup à les tenir à distance et du coup ils m'attaquaient beaucoup moins. Mais honnêtement, c'était pas très dur. C'est comme par exemple le boss celui qui renaquit, qui est très impressionnant, honnêtement. Il m'a pas donné beaucoup de difficultés, je l'ai eu au 2e essai, parce qu'en fait il est très grand, et comme il est grand, au final c'est facile, entre guillemets, d'éviter ses attaques. Donc j'ai pas eu trop de problèmes avec ces boss-là. Par contre, il y a eu des boss que j'ai trouvé vraiment très chiants, mais vraiment très chiants. Ça a notamment été le cas de Micolash, qui est dans le cauchemar de Mensis, qui a vraiment été un boss, mais en gros, vous avez sûrement joué si vous êtes dans cette partie-là, ou alors vous vous en fichez, mais c'est un boss, il faut le faire courir pour qu'il rentre dans une salle, et quand il est dans une salle, on l'affronte. Et ensuite, une fois qu'on l'a battu une première fois, il repart courir, et il faut lui courir après, et il y a des petits pantins qui nous tapent, qui nous font perdre la moitié de la vie. Enfin, il est hyper charismatique, notamment son entrée que j'adore, je vous mets de toute façon des extraits, mais le gameplay pour l'avoir était horrible. Enfin, j'ai pas eu de mal, hein, je l'ai eu au 2e essai, hein. Lui en lui-même il était pas dur, mais c'était le fait de courir partout et de se faire marave par tous ces espèces de petits pantins là qui manipulaient qui était insupportable. Et le 2e boss qui m'a vraiment, mais vraiment donné envie de me taper la tête contre le mur, en fait, vraiment je crois qu'à un moment, je devais avoir ma manette comme ça à un moment, et en fait j'ai eu envie de l'acheter, et ma main très très fort elle a pensé tiens la manette, et du coup j'ai serré la manette, et du coup j'ai fait le mouvement de le jeter, et la manette est pas partie, parce que franchement elle aurait pris cher, mais c'était Rome, le boss sur le lac, qui est une énorme araignée, en fait elle a des attaques à distance qui me faisaient énormément de dégâts, et en fait... Le chasseur qu'on peut invoquer, il sert à rien. En fait, il se fait marave par les petites araignées qui sont autour de Rome, et en fait, j'en pouvais plus. J'en pouvais plus parce que je me faisais vraiment défoncer, mais tout le temps en boucle. Et c'était même pas une question de puissance en fait, c'est juste que elle avait des attaques à distance et j'arrivais pas, enfin il, je sais pas, et j'arrivais pas à passer outre ces attaques à distance et c'était insupportable. J'ai fini par trouver un peu les techniques et j'ai fini par l'avoir, mais franchement ça m'a pris 1 heure. Après, je vais faire une petite précision et un parallèle avec ma vidéo sur Persona 5 Royal, la review. Aucun boss ne m'a fait péter un câble comme Okumura dans Persona 5. Même dans Bloodborne. Aucun boss ne m'a fait autant péter un câble ou galérer aussi longtemps. Parce que Okumura, j'y ai passé 3 heures quand même. Là, tous les boss, comme je disais, je les ai eu en 2-3 essais. Et Rome, j'ai dû y rester 2 heures, je pense. Mais franchement, ça m'a fait péter un câble sur la longue. Et j'étais juste là en train de me dire, mais qu'est-ce qui leur est passé par la tête pour coder un boss aussi con? Et en fait, je comprends le principe, mais... c'était insupportable. En tout cas, quand je l'ai eu, c'était un plaisir, j'étais heureuse, hein, j'étais vraiment heureuse. Donc pour vous faire une petite review et un petit commentaire de fin général sur le jeu, c'est honnêtement un jeu que j'ai beaucoup aimé parce que
J'ai l'habitude de jouer à des jeux un petit peu entre guillemets faciles et là de jouer à un jeu comme ça qui m'avait demandé un petit peu de défi, ça a pas été du tout désagréable, j'ai même plutôt bien aimé et honnêtement ils ont bien géré, le visuel est très très beau, la mécanique de gameplay est confortable, tu te sens pas bloqué, tu peux faire plus ou moins ce que tu veux, jouer de la manière que tu veux, donc ça je trouve ça toujours très agréable, un jeu qui nous laisse de la liberté sur la manière de jouer et l'histoire était vraiment intrigante parce que personnellement, en vrai, faut chercher pour avoir des brins d'histoire. C'est souvent dans des notes, il n'y a pas beaucoup de cinématiques, donc faut vraiment pousser un petit peu. Donc je vais essayer d'approfondir un petit peu pour bien mieux comprendre l'univers. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. D'ailleurs, j'ai fait un petit top 5, je vous le mets là en update sur Twitter de mon nouveau top 5 des jeux vidéo préférés et Bloodborne s'est placé 4ème en fait. Donc j'ai vraiment passé un bon moment, c'était la bonne durée de vie, j'avais pas besoin que ça fasse plus, contrairement à God of War où pour moi il aurait fallu un petit peu plus. J'ai pas beaucoup de défauts à donner, à part les boss à la con qui vraiment donnaient envie de péter un câble ou juste c'était lent, long et c'était chiant. Mais en dehors de ça, il y a vraiment très très peu de défauts à Bloodborne et du coup je pense que je vais commencer Dark Souls bientôt, mais je le commencerai je pense en live quand j'aurai mon PC parce que je l'aurai d'ici 2 mois et comme ça je le ferai avec vous et ce sera peut-être un petit peu plus intéressant et comme ça on pourra regarder les jeux ensemble. En tout cas Bloodborne, honnêtement si je devais lui mettre une note ce serait un bon 17. Je pense qu'il mérite un bon 17 Bloodborne et en tout cas pour ceux qui y ont joué, n'hésitez surtout pas à mettre votre commentaire par rapport à Bloodborne, savoir ce que vous en avez pensé et moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui sortira du coup samedi. Allez, ciao!